Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc à l'atelier sur le retour au sol des digestats de ces deuxièmes rencontres régionales de la méthanisation. J'imagine que vous êtes tous habitués maintenant au webinaire, mais je vous demanderai de bien couper vos micros pour éviter de gêner les interventions. Et si vous souhaitez poser des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, on fera des temps pour répondre à ces questions. Et au besoin, je vous ferai prendre la parole s'il y a besoin de préciser certaines questions. Le webinaire va être enregistré. Euh, donc voilà, c'était pour vous avertir. Alors, concernant le programme de cet atelier, vous aurez 3 interventions cet après-midi. Moi, Anne Valery, je suis conseillère agricole énergie à la Chambre d'agriculture de Normandie et je vais animer cet après-midi. Donc, vous aurez un premier point réglementaire qui sera réalisé par Marion Mélix donc, du Club Biogaz. Puis, Sabine Huot de l'INRAE vous présentera les programmes de recherche qui sont en cours pour avoir une meilleure connaissance sur les digestats. Et enfin, vous aurez un retour des suivis qui sont réalisés sur les digestats en Hauts-de-France par Cécile Manès du SATEJ, donc de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc Marion, je vais enlever ma présentation et je vais te laisser partager ton écran si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Alors, Alors voilà, j'ai arrêté. moi, ça y est, je l'ai en plein écran. Oui, Toi aussi, Anne, c'est bon? c'est tout bon. Super. Bon, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais juste réduire la fenêtre à droite. Donc, moi, je vais vous faire effectivement un petit point réglementation qui, je pense, derrière sera bien complété sur l'aspect recherche, caractérisation des digestats par Sabine. Donc, juste pour vous refaire un petit topo sur le club biogaz pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure. Donc, on fait partie de la T2E, Association Technique Énergie Environnement. Nous sommes dans le club 4 permanent qui animons donc un réseau de 240 adhérents et on anime aussi différents groupes de travail thématiques, typiquement le GT Digesta par exemple, mais aussi des GT réglementation. On a lancé le label Calimeta en 2019 qui aujourd'hui est en train de rentrer en phase d'expansion. Et donc notre rôle à nous, c'est de représenter aussi la filière auprès des pouvoirs publics. On représente tous les types d'intrants en méthanisation et toutes les voies de valorisation, que ce soit COG, biométhane, bio-GNV, etc. On produit aussi également des guides techniques, comme le dernier en date, le guide de valorisation du CO2, mais aussi des guides contractuels sur les bonnes pratiques contractuelles de méthanisation, qui est sorti l'an dernier. Et plus récemment, donc en 2019, une antenne du Club Biogaz s'est dédiée à la construction d'un réseau de chercheurs d'industriels et d'agriculteurs, donc anime un petit peu le monde de la recherche. Et c'est donc ce Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, le CTBM, qui a notamment créé la plateforme Infométa, qui est un site internet dédié à la méthanisation, un peu le Wikipédia de la méthanisation. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu qui on est. Donc moi, j'interviens spécifiquement sur le label Calimeta et sur la thématique des digestats. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est se faire un petit point sur la production de digestats en France et surtout les dernières avancées réglementaires parce que la réglementation sur les digestats a pas mal bougé depuis novembre 2020. Donc, en termes de production de digesta, pour se resituer un petit peu en termes de chiffres, j'ai repris les chiffres de l'ADEME de 2019. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on traite environ en méthanisation 10 millions de tonnes par an d'intrants. Que du coup, en sortie derrière, on va retrouver cette matière qui est le digesta brut, donc 9 millions de tonnes par an, étant donné que du carbone a servi pour faire du biogaz. Et ce digesta brut, ensuite, peut subir ou non une séparation de phase. Donc, dans 45% des cas environ, il est séparé en une phase solide et une phase liquide. Et sinon, il est épandu tel quel. Donc, c'est l'épandage de digesta brut que vous avez en haut à droite, avec 5 millions de tonnes par an. Donc, vous voyez que le digesta solide, c'est à peu près 3% de la production qui est épandue. Le digesta liquide, 8%, chacun avec leurs caractéristiques techniques liées à leur aspect physique et à la façon de les transporter qui est très différente.
Et également, donc, on peut avoir du post-traitement de digestat, typiquement du compostage derrière, qui se fait également dans 34% des cas. Je vois qu'il y a un message sur le chat pour mettre à disposition la présentation. Alors, nous, on a fait passer nos présentations en PDF à Anne, donc je pense que Anne vous l'enverra ou peut vous l'envoyer en parallèle. Alors, d'un point de vue réglementation et le lien avec le retour au sol. Donc, certainement, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui caractérise les digestats, c'est à la fois leur aspect amendement. Donc, ils sont capables de modifier et d'améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. C'est vraiment agir sur le sol directement. Mais aussi leur aspect fertilisant. Donc, ils apportent aussi des nutriments aux cultures. Et ces nutriments dont les plantes ont besoin aujourd'hui pour pousser, c'est l'azote, le phosphore et le potassium, donc le NPK. Ils peuvent aussi avoir, mais ça c'est plus difficile à prouver, un aspect biostimulant, c'est-à-dire qu'ils peuvent stimuler des processus que les plantes réalisent naturellement, par exemple absorber l'eau, et augmenter ces capacités-là. Donc dans tous les cas, vu qu'ils sont au moins amendements et fertilisants, pour être mis sur le marché et pour pouvoir retourner sur les sols, ou être apportés sur les sols, ils doivent respecter le code rural et de la pêche maritime. Donc ça, c'est le cas général. Comment dès lors mettre un digestat sur le marché? Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, donc j'ai repris ici la présentation pour ceux qui ont suivi les GRI de Pascal Chenon de Vox Gaia, qui nous accompagne d'un point de vue réglementaire. Donc la principale voie pour mettre un digestat sur le marché, c'est obtenir ce qu'on appelait à l'époque une homologation, aujourd'hui qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est la voie générale pour mettre un produit fertilisant sur le marché. Et par contre, il existe des exceptions à cette obligation d'AMM dès lors qu'on prouve que la matière fertilisante est conforme soit à une norme, et il en existe quelques-unes pour les digestats, qui sont rendues d'application obligatoire. Donc, je vous ai nommé par exemple la norme amendement pour les digestats qui sont compostés, donc qui subissent un post-traitement, ou une norme engrais NP pour le lisier spécifiquement, qui est méthanisé et composté derrière. Ou alors, ils peuvent être aussi conformes à un cahier des charges, le dernier en date étant celui d'octobre 2020, le CDC-DIGE. Ils peuvent être conformes à un règlement de l'Union européenne. Donc, on a un règlement qui se prépare, le règlement fertilisant, qui devrait être mis en application en 2022. Et sinon, ce sont des déchets. Donc, ils sont valorisés en suivant strictement un plan d'épandage. Et c'est finalement le cas de beaucoup de digestats en France. La majorité des digestats sont valorisés par plan d'épandage. Donc, quoi qu'il en soit, hein, qu'on soit sur une AMM ou une norme, un cahier des charges, un règlement ou même un plan d'épandage, il faut bien prouver que la matière que l'on va épandre et ramener sur les sols n'a pas d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale ou sur l'environnement, les sols, pas de pollution des sols et des eaux, et aussi qu'elle est bien efficace en termes de fertilisation, donc elle permet bien de faire pousser les plantes, ou alors qu'elle apporte bien des éléments nutritifs au sol. Donc, il faut respecter toutes ces choses-là. Et quand je vous parlerai de la mise à jour réglementaire, on verra qu'ils ont vraiment mis l'accent sur cet aspect-là. Donc, aujourd'hui, obtenir une AMM, bon, c'est lourd, c'est long, c'est cher. C'est entre 10 000 et 20 000 euros à peu près. Et il faut démontrer donc, que la matière est de qualité. Donc, pour ça, il faut fournir un très grand nombre d'analyses sur sa matière, bien décrire les intrants, connaître précisément le procédé et le renseigner aussi, et tout le système de management de qualité, donc la méthodologie typiquement HACCP, pour dire on a bien respecté d'un point de vue réglementaire toutes les étapes nécessaires à la production d'un digestat qui n'a pas d'impact nocif sur l'environnement ou la santé. Il faut montrer qu'il y a bien une innocuité à l'usage pour l'utilisateur, pour les sols et l'environnement, et une efficacité agronomique, ce que je vous disais précédemment. Qui donne cette AMM, c'est l'ANSES, et elle s'obtient pour 10 ans. Donc, au-delà de ça, il va falloir refaire le processus entier pour obtenir une nouvelle AMM. Et aujourd'hui, donc, il y en a 13 pour du digestat. Et une AMM ne s'obtient pas pour un digestat particulier, mais c'est bien une AMM engrais organique ou engrais organo-minéral ou amendement. Et dans ce cas-là, il faut faire rentrer la matière digestat dans une de ces cases-là. Un petit peu comme pour les normes d'ailleurs, qui sont des normes engrais ou amendements. Pour ce qui est des cahiers des charges, alors peut-être que certains d'entre vous ont suivi l'actualité réglementaire. Il y a eu 3 cahiers des charges qui sont sortis et qui ont été publiés par le ministère de l'Agriculture
d'agriculture entre 2017 et 2019. Et en 2020, ils ont tout fusionné en fait pour en faire un cahier des charges unique. Et surtout, ils ont levé la restriction au monde agricole. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour pouvoir prétendre à ce cahier des charges-là et donc mettre son digestat sur le marché sans contrainte de plan d'épandage, il fallait impérativement être une unité de méthanisation agricole, donc détenue à 50% par des agriculteurs. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus obligatoire. Néanmoins, dans les intrants qui sont autorisés, il y a toujours cette restriction sur à minima 33% d'effluents d'élevage et le total effluents d'élevage et matière végétale agricole brute doit être supérieur à 60%. Ça n'a pas bougé. Donc, on voit que finalement, en termes d'intrants, on reste quand même sur quelque chose qui est très, très agricole. Toutefois, on peut avoir aussi en dehors de ces matières agricoles des biodéchets qui proviennent d'industries agroalimentaires, par exemple. Donc ça a été rajouté récemment. Ensuite, on peut avoir donc des sous-produits animaux de catégorie 3 avec obligation d'hygiénisation pour les sous-produits qui sont restreints. Et enfin, tout plein de tests qui concernent l'innocuité, donc les métaux lourds, les HAP, les inertes, le verre et le plastique et les pathogènes. Il y a aussi des conditions sur la façon de l'utiliser. Donc, quand on est soumis au cahier des charges, on se cède directement le digestat sans passer par des réseaux de distribution. Il est mis sur le marché en vrac. Il n'a pas le droit d'être mélangé avec quoi que ce soit d'autre. Et il y a des restrictions sur les cultures sur lesquelles on peut les pendre. Typiquement, sur les cultures qui sont vouées à être consommées directement, on n'a pas le droit. Donc voilà pour ça. Et effectivement, vu qu'il y a tous ces tests-là à réaliser, ça a un certain coût analytique de conformité et aussi de suivi derrière parce qu'il y a des contrôles qui peuvent être organisés par l'administration pour vérifier justement le bon suivi du cahier des charges. Typiquement, la DGCCRF, donc la répression des fraudes. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la possibilité de suivre un règlement européen. Donc, on en a un qui est sorti en 2019, qui rentrera en application en 2022, sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment. On sait que les digestats peuvent être utilisés comme matière première pour produire des fertilisants qui pourront être échangés entre pays européens librement, donc être mis sur le marché européen avec le marquage spécifique CE. Et donc, les digestats qui peuvent être utilisés sont des digestats qui sont soit exclusivement végétaux, donc issus de cultures végétales, ou alors des digestats qui peuvent contenir des sous-produits animaux, dont la liste aujourd'hui n'est pas connue, n'a pas été encore arrêtée par l'administration. Donc, notamment la DGAL est en train de se pencher sur cette liste-là, et dans lesquelles, par exemple, pourront rentrer les digestats qui sont produits à partir de lisier et fumier. Donc, ce que je vous disais, c'est que globalement, on ne connaît pas la liste des sous-produits animaux autorisés. Il va falloir aussi démontrer un certain degré d'hygiénisation pour toutes ces matières-là. Et il va aussi falloir respecter les process qui sont indiqués dans le règlement européen. Donc, une fois que ces digestats sont utilisés comme matière première, ce qu'ils appellent les CMC, catégories de matières constitutives, ils pourront derrière produire à nouveau soit un engrais, soit un amendement du sol, soit un support de culture, etc. Donc, il faut respecter les critères qui sont arrêtés par le règlement européen pour les engrais, pour les amendements, pour le support de culture. Donc, toute la difficulté, c'est aussi de faire rentrer les digestats dans les cases et de les modifier aussi du coup derrière pour pouvoir respecter les critères de ce règlement. Donc voilà pour ça, et encore une fois, donc, des coûts analytiques de conformité et de suivi qui seront à prendre en compte. Donc, quelles sont les autres perspectives réglementaires, non plus à l'échelle européenne, mais cette fois-ci à l'échelle nationale? Donc, peut-être que certains d'entre vous ont suivi qu'en novembre 2020, un projet de décret nous a été transmis. Donc, on avait organisé une consultation au sein du Club du Gaz avec le GT Digesta. Vous y avez peut-être répondu par ailleurs. C'est le décret socle commun matière fertilisante et support de culture. Donc, ce décret, en fait, il vient fusionner tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, donc les textes qui viennent encadrer les AMM, les textes qui viennent encadrer le cahier des charges, les normes, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment tout réunis dans le même texte avec des critères d'innocuité qui sont les mêmes, quelles que soient les matières fertilisantes.
il vient se greffer sur une loi qui est sortie en 2020, qui est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et cette loi, initialement, disait que pour épandre des matières sur les sols, il faut effectivement prouver qu'elles n'ont pas d'impact négatif, toujours sur la santé animale, humaine et sur l'environnement. Donc, ce projet de décret vient apporter des critères spécifiques et des critères plus contraignants en termes d'innocuité des matières fertilisantes qu'on ramène sur les sols, mais également des critères agronomiques à démontrer, vu qu'on parlait tout à l'heure d'efficacité agronomique, qu'il va falloir démontrer dorénavant, y compris pour les matières qui restent sous statut de déchets. Donc, il fixe des critères agronomiques et d'innocuité pour toutes les matières fertilisantes et supports de culture. Le principe est le suivant. Ça est de classer en fait les matières fertilisantes, quelles qu'elles soient, en 3 catégories. A1, A2 et B. Les matières de type A1 sont des matières qui aujourd'hui sont considérées comme des produits. Elles ont obtenu une AMM, elles sont conformes à une norme ou à un cahier des charges, elles n'ont pas besoin, donc elles ne sont pas soumises à un plan d'épandage, elles sont bien sorties de leur statut de déchet. Et dans ce cas-là, elles peuvent rentrer par tous les circuits de distribution possibles. Donc, ça va être des engrais, des amendements, des biostimulants, des supports de culture qui peuvent effectivement inclure des sous-produits animaux dès lors qu'ils ont été hygiénisés. Donc, ces matières A1, en fait, sont très proches dans les critères qui ont été retenus du règlement fertilisant dont je vous parlais juste avant. Ensuite, on a la matière A2 qui est un peu intermédiaire parce que cette matière A2, elle n'est pas soumise à plan d'épandage, par contre, elle reste quand même sous statut de déchet. Donc, c'est un petit peu le cas des boues, par exemple, aujourd'hui, qui, même si les boues de station d'épuration, même si elles sont conformes à la norme de mémoire 44095, restent néanmoins sous statut de déchet, c'est-à-dire que le responsable de cette matière est celui qui va la produire. Donc, cette matière, ces catégories A2, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne sait pas trop si les digestats soumis au cahier des charges rentrent là-dedans, étant donné que les digestats ne peuvent pas rentrer dans des circuits de distribution variés, hein, ils doivent être cédés en vrac, ce qu'on a vu précédemment. Et donc, c'est justement ce que demande la matière A2. Donc aujourd'hui, pour les digestats qui sont conformes au cahier des charges du ministère de l'Agriculture, on ne sait pas trop si on va les mettre dans la A1 ou la A2. Et enfin, les matières qui restent sous statut de déchets, donc la catégorie B, dans laquelle rentre la majorité des digestats, ces matières restent bien soumises à un plan d'épandage. Et donc, ça va être typiquement les digestats issus d'effluents, les digestats végétaux, etc. Donc, qui restent sous statut de déchets parce qu'ils n'ont pas obtenu d'AMM, ils ne sont pas conformes à une norme particulière ou à un cahier des charges. Et néanmoins, ces matières de catégorie B ont bien des critères agronomiques et d'innocuité à respecter. Donc, la discussion qu'il y avait eu fin novembre et début décembre, c'était que justement ces critères agronomiques posaient problème pour un grand nombre de digestats de catégorie B. Nous n'avons plus de son. Anne? Si, moi je t'entends bien. Je ne sais pas si d'autres ont le problème, mais moi je t'ai bien, oui. Pareil, j'entends bien. Ok, bon bah vas-y, continue. Désolée, J'entends aussi. nous serons. Donc, le problème qu'avait posé ce décret, c'est qu'il proposait des valeurs agro. Donc, ce n'est pas tant les critères d'innocuité qui posaient problème, ils posent problème pour plus des raisons économiques et de faisabilité, mais surtout les critères agronomiques retenus n'étaient pas du tout en adéquation avec les moyennes qu'on a sur les digestats aujourd'hui, quels qu'ils soient d'ailleurs, les bruts, les liquides, les solides. Et donc, il proposait, vous avez là des valeurs de céssurène pour des digestats, donc qu'ils appellent fertilisant, à effet fertilisant azoté, vous voyez un céssurène inférieur à 3 ou un rapport azote minéral sur azote total supérieur à 90%, ce qui ne se trouve pour ainsi dire jamais, ou alors des digestats qu'ils appellent mixtes, donc qui sont à la fois à effet engrais et à l'effet amendement, avec les valeurs d'azote total que vous voyez ici, comprises entre 0,5 et 1, ou pardon, c'est N- sur N-top supérieur à 60%. Donc, en fait, en faisant la petite simulation pour voir quel digestat
rentrer effectivement dans ces cases-là, dans les critères agronomiques retenus, grâce aux valeurs que m'a fournies justement du coup Sabine dans le cadre du projet Ecosys. En fait, on voit qu'on n'est pas du tout dans les clous. Et lors de l'étude d'impact qu'on a réalisée au mois de janvier, on s'est rendu compte que c'était 84% des digestats qui ne correspondaient pas aux valeurs agronomiques retenues, donc qui, in fine, ne pouvaient pas être répandus sur les sols. Digestats, encore une fois, sous statut de déchets, même pas à dire que c'était des digestats sous statut de produits. Donc, on avait fait la petite simulation pour voir un peu la part de brut, de solide et de liquide qui ne pouvaient pas être répandus. Vous voyez que c'était quand même assez dramatique. Donc, si on ne pouvait pas les épandre, ça voulait dire qu'il fallait les détruire. Donc, il faut soit les incinérer, donc ce qui nécessite évidemment de les chauffer au préalable, soit les enfouir. Donc, ce ne sont pas du tout des solutions qui sont entendables, évidemment, surtout dans le cadre d'une loi qui promeut l'économie circulaire. Donc, nous avons répondu ça lors de l'étude d'impact en proposant des nouveaux seuils qui permettaient justement d'épandre jusqu'à 99% des digestats. Et donc, à l'heure actuelle, on est encore dans l'attente de ces discussions sur les critères agronomiques qui devraient être remises au goût du jour et sur le tapis par le ministère de l'Agriculture. Mais pour vous faire une petite idée de combien ça aurait coûté, alors avec des chiffres assez approximatifs, mais qui néanmoins restent assez parlants, c'est qu'avec les teneurs en digestats produits que je vous ai présentés tout au début, en considérant qu'on en a telle part de non épandables, 98% pour du brut, 70% pour du solide et 53% pour du liquide, avec les coûts de transport, d'enfouissement, d'incinération, et sans toutefois prendre en compte ni le séchage et ni la compensation derrière par l'achat d'engrais minéraux aussi. Voilà, on avait presque, vous voyez, 1 milliard d'euros par an de coûts de destruction des digestats. Donc, une aberration technique, économique et en plus environnementale. Pour ce qui est de l'innocuité, je vois juste qu'il y a 2 messages, donc je regarde rapidement. D'où venaient ces chiffres proposés dans cette loi? En fait, ce n'étaient pas des chiffres proposés dans la loi, c'était des chiffres, on pense, proposés par le ministère de l'Agriculture sur la base de leur biblio interne qu'ils vont revoir. On pourra en discuter après. Et alors, pour ce qui est ensuite des critères d'innocuité, donc il y a pas mal de nouvelles analyses qui apparaissent dans le décret. Donc, c'est toutes celles que je vous ai mises en couleur, sachant que donc, il y a déjà des analyses qui sont réalisées dans le cadre du plan d'épandage. Mais donc, voilà, tout ce qu'on peut rajouter, ça demande un dénombrement des salmonelles, un dénombrement des entérovirus, des œufs d'helminthe, des métaux lourds supplémentaires à analyser, l'arsenic, le chrome 6, dorénavant, donc, mesure du DHAP16, des PCB, des dioxines, les inertes qui jusqu'à présent n'étaient pas pris en compte, ils étaient que dans le cahier des charges agricoles. Donc là, même pour les matières sous statut de déchets, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de verre, qu'il n'y a pas de plastique en dessous, enfin plutôt au-dessus d'une certaine taille. Et enfin, donc, des tests d'écotoxicologie, donc pour vérifier que justement il n'y a pas d'impact négatif sur la santé animale ou végétale, donc sur des vers de terre, sur des plantes, et aussi un test perturbateur endocrinien. Donc nous, on a chiffré, grâce aux données des labos, ça à 7 000 € à peu près par an, sachant que certainement ce sont des analyses à faire plusieurs fois par an. Donc si on considère qu'un site le fait 3 fois par an, vous voyez que ça fait à peu près 21 000 € à allouer à ces analyses, là où les analyses précédentes du plan d'épandage s'élevaient à peu près entre 1 000 et 3 000 € par an. Donc un coût très très important, et qui représentait environ un quart du chiffre d'affaires des plus petites unités qui font de la COG, donc absolument pas négligeable. Donc voilà, notre retour a été de dire que ces tests étaient effectivement très coûteux et par ailleurs très peu développés par les laboratoires actuellement, donc il y a aussi une problématique de faisabilité pas évidente, que les valeurs agronomiques dont je vous ai parlé tout à l'heure sont très loin du réel, donc certes, qui sont à revoir de toute façon aujourd'hui pour ne pas exclure la majorité des digestats du plan d'épandage. Et donc, on avait demandé à ce que le décret se fasse avec un échelonnement dans le temps,
pour pouvoir permettre au site de se mettre à jour aussi et accessoirement au laboratoire de développer les outils nécessaires pour pouvoir réaliser ces analyses. Jusqu'au mois dernier, on était en attente de l'avis de l'ANSES, qui devait se prononcer à la fois sur la partie innocuité et à la fois sur la partie agronomique. Et donc, l'ANSES, sur la partie innocuité, globalement, est allée dans le sens du décret, bien qu'elle a salué, elle a effectivement souligné le fait que la plupart de ces tests étaient très peu faisables actuellement, mais que les techniques allant en évoluant, il fallait petit à petit les prendre en compte. Et par contre, sur la partie agronomique, l'ANSES ne s'est pas prononcé au-delà de dire qu'il fallait revoir les valeurs agro. Et donc, c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture va lancer un GT Digesta, où nous, Club Biogaz, allons participer au nom du GT Digesta. Je sais que l'INRAE participera aussi pour justement proposer des valeurs beaucoup plus proches des données analytiques de terrain. Et donc, je finis par les modifications, par les perspectives réglementaires qui touchent à l'ICPE. Donc, dont vous avez peut-être vu certains projets de texte circuler là, depuis les 2-3 derniers mois. Donc, vous savez que la réglementation ICPE est revue globalement tous les 5 ans. Et là, elle a été revue pour les sites en déclaration, enregistrement et autorisation. Et ce qui a été proposé dans ces projets d'arrêté, j'ai relevé juste pour les digestats, parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées, clairement, c'est que le stockage de digestats en intégralité est interdit. Et dorénavant, les ouvrages de stockage du digestat devront être couverts, sans mention du type de couverture, si c'est avec ou sans récupération de gaz, notamment si c'est pour que le liquide ou le solide. Enfin, voilà, ce sont des questions qui restent ouvertes et en discussion, à ma connaissance. Voilà. Et dernière ouverture, c'est en 2024 l'obligation de valoriser les biodéchets, donc notamment en méthanisation. Donc, c'est un gisement qui reste à évaluer. On sait qu'aujourd'hui, l'agriculture fournit 90% des intrants pour produire des digestats. Et puis, dans ces 10%, on va retrouver notamment les biodéchets qui pourraient représenter un potentiel de 3 millions de tonnes par an. Et donc, aujourd'hui, au Club Biogaz, nous avons un GT animé par ma collègue Alice Lostis qui traite de ces thématiques-là et qui, justement, va se concentrer sur la valorisation des biodéchets en méthanisation. Voilà, j'espère ne pas être allée ni trop vite ni avoir été trop longue. J'ai fini. Eh bien, merci Marion pour cette présentation des évolutions de la réglementation qu'il faudra bien suivre, je pense, dans les mois à venir. Du coup, il y a 2 questions qui sont venues à la fin de ta présentation. Donc, une qui concerne le niveau d'analyse demandé. Est-ce qu'il est le même pour l'épandage des boues de stations d'épuration? Et est-ce que c'est plus strict dans ce projet de loi concernant les digestats? Alors, pour les boues d'épuration, je vous avoue que j'ai pas. C'est Amorce qui a dû répondre à la consultation pour les boues. Et donc, je ne connais pas le chiffrage de ces analyses pour les boues. Mais comme elles sont considérées comme des matières premières, des matières fertilisantes, entre guillemets, comme les autres, je pense que ça doit être du même ordre de grandeur parce que les tests demandés sont les mêmes, quelles que soient les matières. Donc, ça doit être aussi, si on en fait 3 fois par an, de l'ordre de 20 000 euros. Mais très sincèrement, là, je pense que je laisserai surtout les professionnels du monde des bootsteps se prononcer là-dessus. Est-ce plus strict dans ce projet de loi concernant le digesta? Donc, du coup, le digesta, ce n'est pas plus strict que pour une autre matière fertilisante, dans la mesure où, encore une fois, c'est un socle commun de matière fertilisante. Donc, en fait, dès lors qu'une matière rentre dans la catégorie soit A1, soit A2, soit B, elle doit répondre à ces critères-là. Donc, que ce soit des effluents, que ce soit des boues, que ce soit des digestats, s'ils sont considérés comme B, normalement, les valeurs d'innocuité doivent être à peu près les mêmes pour tout le monde. Sachant que tout ça, normalement, ça doit être arrêté une bonne fois pour toutes dans les annexes qui vont être jointes au décret. Donc, quelle matière doit faire quel test, etc. Et ça, on ne le connaît pas encore. Donc, là aussi, c'est pareil. Je vous dis que ça doit être comme ça, mais je m'avance peut-être déjà un peu trop. Et donc, il y avait une dernière question. Pourquoi ne pas analyser les intrants dès l'entrée plutôt que de devoir potentiellement faire du digestat en sortie un déchet?
Eh bien, c'est justement une des propositions du décret. Alors, je ne sais pas si ça va être retenu ou pas, c'était de réaliser en plus des analyses de réaliser des analyses sur les matières premières en entrée. Euh, avec la difficulté technique que ça peut poser, parce que dès lors que les intrants sont mélangés, analyser les intrants séparément, déjà, c'est très compliqué, parce que souvent, ils sont tous mélangés avant de rentrer, avant d'être digérés. Donc, ce n'est pas si évident que ça à mettre en place. Et ça démultiplie aussi les coûts derrière, vu qu'on réaliserait des analyses séparées sur l'entrée et non pas une analyse unique en sortie. Ok, très bien. Alors, il y a plusieurs questions qui apparaissent. Donc, pensez-vous que ce nouveau cadre réglementaire va permettre de supprimer la logique de plan d'épandage de secours en cas de cahier des charges demandé par les administrations? Très sincèrement, je ne pense pas, parce j'imagine qu'ils vont réagir comme ça, mais on n'est jamais à l'abri de toute façon d'une non-conformité sur des lots. Et pour gérer ces lots non conformes au décret socle commun, sachant que du coup, le cahier des charges devrait être une matière A1, si on suit la logique du texte, ils vont certainement continuer à imposer le plan d'épandage de secours. Ah, bon, ça aussi, c'est pareil, la mise en pratique nous le dira. Ok, très bien. Du coup, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, Marion pourra répondre à la fin de cette session. On va peut-être passer à l'intervention suivante. Du coup, si tu pouvais arrêter ton partage d'écran, et je vais demander à Sabine si elle peut partager son écran avec nous. Ok, super, on voit l'écran, on voit ta présentation. Il faut juste que tu actives du coup ton micro et ta caméra. Alors, activer. Oui, là c'est bon, on t'entend. Et vous me voyez aussi, c'est bon, là, j'ai tout activé. Là c'est bon, c'est Ok, nickel. ça marche. Alors, bonjour à tous. Merci Anne de m'avoir proposé de participer à cette réunion. Donc moi, Anne m'a demandé de vous présenter quelques exemples de recherche en cours ou tout juste terminés concernant le retour au sol des digestats. Moi, je suis Sabine Roux, je suis chercheure à l'INRAE maintenant. Je suis basée à Grignon, et en région parisienne, et je travaille depuis de nombreuses années sur le retour au sol de matières fertilisantes d'origine résiduelle. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter sur les digestats? Donc, d'abord, un petit rappel, les digestats sont issus du procédé de transformation au cours de la méthanisation. Donc, un petit rappel sur l'évolution de la matière organique à gauche et de l'azote à droite au cours de la méthanisation. Donc, au cours de la méthanisation, la matière organique, au moins la partie biodégradable, va se dégrader pour produire le biogaz. C'est le premier intérêt de la méthanisation. Et cette transformation de la matière organique va s'accompagner d'une diminution de la matière organique dans le digestat, et aussi une stabilisation, une matière organique beaucoup plus stable dans le digestat en fin de procédé par rapport à la matière entrante. Parallèlement, donc, concernant l'azote, on a le même processus qui se passe. L'azote organique va se transformer, se minéraliser au cours du procédé. Et donc, on va avoir dans le digestat final. Donc, on voit qu'on a conservation de l'azote total au sein du digestat, mais qu'une grande partie de l'azote est passée sous forme minérale, et donc, a priori, beaucoup plus disponible pour les plantes qui vont absorber de l'azote minéral et non pas de l'azote organique. Et puis donc là, moi j'ai pris l'exemple de l'azote, mais il y a aussi pour les autres éléments comme le phosphore ou le potassium, il y a aussi conservation de ces éléments au cours de la méthanisation. Donc a priori, le digestat devrait être un fertilisant intéressant pour son azote, son phosphore et son potassium. Alors la première idée à avoir en tête, et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va avoir une grande diversité des digestats.
Ça, pour plusieurs raisons qui sont mentionnées ici. On peut avoir des procédés très différents par voie humide, par voie sèche, en continu, procédé continu ou procédé discontinu. On peut avoir des post-traitements, comme l'a mentionné Marion tout à l'heure. On a très souvent séparation de phase qui va être plus ou moins poussée en fonction du mode de séparation de phase. Puis ensuite, on peut même avoir du compostage après cette séparation de phase. Et puis, les intrants vont être très variés, allant des effluents d'élevage, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des déchets agro-industriels, des bouts de stations d'épuration. Donc, on va avoir une très forte diversité de digestats. On n'a pas un digestat, mais on a bien des digestats. Donc ça, c'est la première question, c'est comment on va pouvoir prévoir la qualité du digestat en fonction de ce qui s'est passé en amont. Deuxième grande question, l'introduction de la méthanisation dans une exploitation agricole, ça peut changer les pratiques de fertilisation très certainement, puisqu'on va fertiliser avec du digestat au lieu de fertiliser avec des effluents d'élevage ou avec de l'azote minéral. Donc ça, c'est une première conséquence. Comment on va pouvoir bien gérer la fertilisation avec ces digestats et non plus avec les effluents ou avec des engrais minéraux. Donc ça, c'est changement de pratique de fertilisation. Deuxième question, c'est si je veux produire moi-même, ne pas me contenter des effluents d'élevage, mais produire des végétaux, de la matière première végétale pour entrer dans le méthaniseur. Donc, je vais cultiver des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc, en quoi ça peut changer mon système de production, cette introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, ça, c'est un deuxième groupe de questions, c'est ce changement de pratique chez les agriculteurs. Troisième groupe de questions sur l'innocuité des digestats. Et il y a des questions sur s'il y a des contaminants dans les matières premières. On l'a bien vu tout à l'heure au travers de la présentation de Marion. Donc, si on a des contaminants, qu'est-ce qu'ils vont devenir au cours de la méthanisation? Et puis, est-ce que ces digestats peuvent avoir un impact sur la qualité des sols? Donc, ça, c'est trois grands groupes de questions qui ont fait l'objet d'une exploration partielle. En tout cas, 4 projets que je vais vous présenter ont contribué à répondre à ces grandes questions. Donc, moi, je vais vous parler du projet Concept DIGE qui s'est terminé en 2019, qui portait sur l'outil d'aide à la conception de filières pour la valorisation agronomique de digestat. C'est un projet piloté par Julie Jiménez de l'INRA Narbonne. Le projet Métapole Sol, qui parlait de stratégie territoriale de méthanisation pour combiner la lutte contre les pollutions diffuses azotées et l'amélioration de la qualité des sols. C'était aussi un projet ADEME piloté par Romain Giraud de Irstea Opal à l'époque, maintenant c'est l'INRAE aussi. Le projet Méta-Méta portait sur l'impact de l'insertion de la méthanisation sur le bilan carbone et azote dans une exploitation de polyculture élevage. Donc ça, c'était un projet financé par la région Centre-Val de Loire, était piloté par Antoine Savoie dans une unité expérimentale de l'INRAE à Nausilly. Et puis enfin, le projet Digestate, qui a porté, lui, sur le devenir des contaminants au cours du traitement de déchets par compostage et par méthanisation, qui est un projet ANR piloté par Emmanuel Dolch du CIRAD. Et ce projet qui n'est pas encore terminé. Donc, Concept DIGE. Donc là, ce premier projet, donc, il a cherché à faire le lien entre ce que je vous évoquais précédemment, donc, entre la variété des intrants constituant la recette entrante, le procédé de méthanisation et la qualité du digestat et les caractéristiques des digestats et voir en quoi ils répondaient aux besoins des cultures et des sols. Et donc, voilà, ce projet Concept DIGE, c'est chercher à faire le lien entre l'intrant, procédé et qualité des digestats. Ce projet Concept DIGE, il a été mené en association en collaboration avec l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, et on a travaillé avec eux. Et donc là, Anne Walrich connaît très bien ce travail, puisque c'est elle qui a réalisé cette partie des résultats présentés. Donc, on a travaillé à définir des classes de digestats basées sur justement les caractéristiques des recettes entrantes, les infos sur le procédé, et puis on a fait un traitement statistique de toutes ces données, de cette base de données qu'on a collectée chez les agriculteurs. Donc, à partir de données d'enquête. Et donc, voilà un exemple de résultat que Anne a pu produire.
Donc, vous voyez que grâce à toutes ces analyses qu'on a faites, on a pu distinguer 8 classes de digestats basées sur les natures des intrants. Donc, vous voyez que ces classes de digestats, par exemple, la classe 1 contenait essentiellement des fumiers de bovins pailleux et de végétaux. Puis ensuite, on passe, donc il y a 3 classes contenant surtout du fumier. Puis ensuite, il y a une classe 4 où les lisiers des ruminants, donc toujours des bovins, étaient majoritaires. Puis ensuite, on passait à des digestats qui basés plutôt sur des lisiers de non-ruminants, donc surtout des lisiers de porcins, avec une quantité de lisiers de porcins de plus en plus importante. Et vous voyez qu'en fonction de ces classes, on a pu montrer que les caractéristiques physico-chimiques des digestats étaient très liées à la nature des intrants, avec par exemple ici la teneur en matière sèche qui diminue entre la classe 1 et la classe 8. L'azote total, au contraire, augmente entre la classe 1 et la classe 8. Le C sur N va diminuer entre la classe 1 et la classe 8. La proportion d'azote ammoniacal augmente entre la classe 1 et la classe 8. Et la teneur en phosphore augmente aussi entre la classe 1 et la classe 8. Et toujours à partir de ces résultats de typologie qu'on avait effectués sur les bases des résultats d'analyse, donc il y a un outil de prédiction de la qualité des digestats qui a été construit à l'issue de ce projet. Vous voyez, là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais c'est un outil informatique donc, qui permet on rentre les proportions de ces intrants dans les réglettes sur la gauche, là, et puis on rentre les informations sur ce procédé. Et puis, donc, l'outil nous donne les caractéristiques du digestat en teneur en les grandeurs dont je viens de vous parler précédemment. Donc ça, c'est une première évolution vers la prédiction de la qualité du digestat en fonction des intrants. Deuxième projet, le projet Métapolsol, où là, donc, on a cherché à voir en quoi l'introduction de méthaniseurs dans un territoire modifiait les stratégies de fertilisation et les dynamiques du carbone et de l'azote dans les sols. Et puis là, je vais vous présenter, on avait travaillé sur 2 territoires, la plaine de Versailles et le Coglais en Bretagne. Et là, moi, je vais vous présenter les résultats de la plaine de Versailles. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous... ça rappelle le contexte. Donc, on retrouve toujours le lien entre intrant, méthanisation et qualité du digestat. Et puis, donc, en quoi ça modifie les pratiques de fertilisation, en quoi ça modifie la mobilisation ou non des résidus de récolte et en quoi ça modifie la séquence de culture pour introduire les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc, on a fait ce travail-là dans un territoire périurbain, donc la plaine de Versailles, où il y a assez peu d'élevage, mais surtout des grandes cultures, donc une région assez propice au développement des cultures intermédiaires, et puis une région où on a aussi beaucoup de biodéchets urbains dont parlait Marion précédemment. Et donc, on a utilisé la modélisation pour étudier ce lien qu'il peut y avoir entre modification des pratiques et gestion des digestats par les agriculteurs. Donc, vous voyez qu'on a une cascade de transformation de matière avec les matières organiques disponibles dans le territoire. La première étape, c'est donc de passer de ces intrants à un digestat. Et ça, c'est la première sortie de ce projet Métapolsol, c'est que ici, Younes Barea, donc un doctorant de Opale en Bretagne, à Rennes, a construit un modèle de prédiction de la qualité des digestats en fonction des intrants. Donc là, on retrouve cette prédiction de la qualité des digestats et l'effet de la séparation de phase. Donc, à partir des intrants, on peut prédire les caractéristiques des digestats. Et puis ensuite, on a utilisé un modèle de culture, donc il simule la dynamique du carbone et de l'azote dans le système sol, plante, eau, atmosphère, et on a regardé comment ces digestats se décomposaient dans le sol, comment se comportaient les plantes, quel rendement on obtenait, et en particulier quelle fuite on avait de nitrate, quelle fuite, volatilisation d'ammoniac, etc. on avait dans nos systèmes, et aussi quelle quantité de cives on pouvait produire à partir de nos systèmes pour ensuite resimuler les digestats à partir de cives. Donc, on arrive à boucler le cycle du carbone et de l'azote dans notre programme.
Alors ça, c'est un résumé des sorties du projet. Vous voyez que donc on avait 4 impacts simulés: la lixiviation de nitrate, la volatilisation d'ammoniac, le stockage de carbone dans le sol et puis la quantité d'engrais minéraux qui pouvaient être substitués en fonction du type de fertilisation. Donc on avait notre référence engrais minéral, la fertilisation organique en grande culture basée sur du compost de déchets verts ou une importation de fertilisants venant de Bretagne, la mise en place d'un digesteur, un méthaniseur de biodéchets, la mise en place d'un méthaniseur à la ferme et la mise en place d'un méthaniseur à la ferme mobilisant des cultures intermédiaires. Et donc, vous voyez que l'introduction de la méthanisation permet une plus forte augmentation, un stockage du carbone, de la matière organique important dans les sols. On voit que c'est l'utilisation de la fertilisation organique et en particulier des digestats augmente le stockage de carbone dans les sols. Et que vous voyez aussi que l'implantation de la méthanisation va augmenter la substitution des engrais minéraux par des engrais organiques. Avec un petit bémol qui est le risque de volatilisation, qui est très fort avec les digestats de biodéchets, plus faible avec les digestats issus d'effluents d'élevage. Et là, moi, j'ai un truc qui me gêne. Là, je n'arrive plus à voir s'il y a 1 mois ou 2 mois, là, tout à fait à droite, mais en tout cas, aussi un risque de volatilisation quand il y a introduction de cives. Et peut-être une chose importante aussi, là, concernant les cives, c'est que l'insertion de cives réduit la lixiviation. Donc, on a moins de lixiviation de nitrate parce que les cives vont pomper l'azote minéral dans le sol. Ça améliore le stockage de carbone, mais il y aura moins de substitution d'engrais puisqu'on apporte une partie du digestat sur la culture intermédiaire. Donc, il y a plus de production végétale dans le système. Voilà. Autre résultat de l'effet de l'insertion de la méthanisation sur une exploitation de polyculture élevage. Donc ça, c'est le projet Méta-Méta, où là, on a comparé 3 systèmes de fertilisation, en fait. Un système basé sur les effluents d'élevage purs, avec épandage de fumier ou de lisier. Un système valorisant ces mêmes effluents d'élevage issus de la méthanisation. Donc là, on a regardé un système où on épandait les digestats bruts. Un 3e système où cette méthanisation était suivie d'une séparation de phase. Donc là, on a fertilisé avec le digestat solide et liquide. Et puis un système où on n'utilisait que des engrais minéraux. Donc là, on a fait des essais au champ pendant 3 ans. Donc, vous voyez, nos 5 traitements étaient comparés pendant 3 ans avec une succession végétale, donc blé et colza blé, avec un certain nombre d'épandages de produits liquides en sortie d'hiver ou de produits solides en plein été. Et puis, on a mesuré donc, tous les flux d'azote possibles dans les sols. Également, on a suivi l'évolution des stocks de carbone. Et là, vous avez une synthèse de ces résultats concernant la fertilisation des cultures, le bilan économique des pratiques, l'évolution de la matière organique dans le sol, les risques de pollution de l'air via la volatilisation d'ammoniac. Et puis, quelque chose de nouveau dans ce programme, c'est qu'on a fait une étude de l'impact sur les populations de vers de terre dans les sols. Et on a comparé les effluents bruts avec les effluents méthanisés. Donc, vous voyez que pour ce qui concerne la fertilisation des cultures, donc on arrive à substituer une partie de la fertilisation minérale, mais pas complètement, parce qu'il n'y a pas assez d'azote minéral dans nos effluents non méthanisés, en particulier avec le fumier, où l'azote est beaucoup moins disponible que dans un digestat. Par contre, une fois que les effluents sont méthanisés, donc là, il y a effectivement une plus grande disponibilité de l'azote pour les cultures, et donc on peut substituer 100% de la fertilisation minérale avec ces digestats. Concernant l'économie qu'on peut faire grâce à la méthanisation par rapport aux effluents bruts, donc là, on a mis, avec les effluents d'élevage, on a une marge qui est réduite parce qu'on doit acheter les fertilisants minéraux pour fertiliser les cultures. Par contre,
quand on fait de la méthanisation, donc les marges, on produit plus qu'avec les effluents tout seul et on arrive à avoir un bilan économique comparable à la fertilisation minérale. Pour ce qui concerne la matière organique du sol, donc on a à peu près la même efficacité avec des effluents bruts et un tout petit peu moins efficace avec les effluents méthanisés. Pour ce qui est des risques de volatilisation, donc là, on a des risques de volatilisation de l'ammoniac avec les effluents bruts, mais avec la méthanisation, le risque est encore plus poussé puisqu'on a effectivement beaucoup plus d'azote sous forme ammoniacale. Et donc, il faut faire vraiment très, très attention pour ne pas épandre les digestats dans des conditions où on aurait risque de volatilisation et surtout d'enfouir le plus rapidement possible les digestats après épandage. Et puis enfin, dernier point sur les vers de terre. Donc, on voit ce qu'on a vu sur ces vers de terre. Donc, on va commencer par la deuxième ligne parce qu'on a vu qu'à l'issue des 3 ans, on a un effet bénéfique de la fertilisation organique, quelle que soit la fertilisation organique, qu'elle soit fumier lisier ou digestat brut ou digestat liquide solide. Donc, on a à peu près les mêmes populations après 3 ans, une même augmentation des populations de lombriques. Après 3 ans d'apport, vous voyez qu'on a plus 150% de lombriques par rapport à la fertilisation minérale. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'après, dans certaines conditions, en particulier dans les conditions d'apport de digestat, mais aussi de lisier en sortie d'hiver, quand le sol est gorgé d'eau, donc il peut y avoir un risque de toxicité sur les vers de terre. On voit remonter les lombriques à la surface du sol, mais la proportion de lombriques qui remontent à la surface du sol, donc, c'est très faible, puisque c'est à peu près 2% des lombriques qui sont impactées par cet effet toxique. Voilà. Je vais juste faire un petit focus sur la volatilisation ammoniacale, surtout en regardant cette figure-là. Donc, on a vraiment intérêt à faire de la séparation de phase pour limiter les risques de volatilisation d'ammoniac. Parce que vous voyez que dans nos mesures qu'on a faites à Annecy, là, on a une diminution importante de la volatilisation quand on passe du digestat brut à rapport séparé de digestat solide et liquide. Donc, on a 9% en moins de volatilisation par rapport au digestat brut. Mais vous voyez qu'on peut perdre une grande quantité d'azote sous forme de volatilisation. Ça, je vais passer. Puis enfin, dernier exemple de résultat, ce programme Digesté, tout là, on a regardé les contaminants, le devenir des contaminants après épandage, dans des effluents d'élevage bruts ou des déchets bruts, en fait, des déchets après digestion, après leur passage dans un méthaniseur ou après leur passage dans leur compostage. Et il y a trois grands types de contaminants qui sont étudiés, les métaux, les éléments traces, les contaminants organiques et les pathogènes et les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc ça, ce programme, il est toujours pas terminé, donc c'est vraiment quelques éléments que je vais vous présenter ici. Et donc, un exemple de résultat issu de la thèse, parce que je l'ai mis, de Marine Lebars, j'ai oublié de le mettre, je crois que je l'avais mentionné. Bref, je suis désolée. Donc, si, voilà, Marine Lebars ici, là, qui a suivi donc, les concentrations ici, par exemple, l'exemple du zinc est présenté. Donc, vous voyez que ça, c'est les différents intrants, les différents types de méthanisation qu'on avait. Donc, il y a des digestats de bout de station d'épuration, des digestats agricoles donc, contenant beaucoup d'effluents d'élevage, des digestats territoriaux qui ont été suivis. Et puis, vous avez les teneurs avant méthanisation, après méthanisation, avant compostage et après compostage. Donc, vous voyez que dans la plupart des cas, on observe une augmentation de la teneur en contaminants en éléments traces. Ça s'explique parce qu'on a une diminution de la matière organique. Donc, on a une diminution de la matière sèche, mais les métaux, eux, ils restent là. Donc, il y a vraiment une tendance à l'augmentation des teneurs en métaux. Et puis aussi, ce qui a été observé, c'est qu'il y a un changement de la forme chimique sous laquelle se trouvent ces contaminants et qui peut modifier la disponibilité de ces contaminants, soit vers des formes plus mobiles, soit vers des formes plus stables au contraire. Ça, c'est pour les éléments traces donc métalliques.
Et puis, autre élément concernant les contaminants organiques, et ici, vous avez un exemple de résultat sur un certain nombre de résidus pharmaceutiques, où là, on retrouve aussi, donc ce n'est pas exactement les résultats du programme Digestate que je vous présente, mais c'est un programme qui était à peu près similaire. Donc, vous voyez qu'on a suivi ces concentrations dans une boue, la même boue digérée, la boue digérée puis séchée, puis ensuite la boue digérée compostée. 2 années de suite, en 2015 et 2014. Voilà. Et puis en dessous, donc même chose, hein, la boule, et puis au cours du compostage, l'évolution dans le mélange initial et dans le compost de Digesta. Et donc, vous voyez qu'au cours de la méthanésie, on retrouve à peu près la même ordre d'idée. Donc, on a une augmentation des contaminants organiques pendant la méthanisation. Par contre, là, on observe une diminution des contaminants organiques au cours du compostage. Donc, on a bien une dissipation pendant le compostage qui peut être une dilution parce qu'on a ajouté un co-substrat pendant le compostage en général. Ça, c'était à peu près le même type de résultat où on peut insister puisqu'on voyait que sur ces mêmes panels de contaminants organiques analysés, résidus pharmaceutiques, donc c'est beaucoup d'antibiotiques ou des antidépresseurs, etc. Donc, vous voyez que dans un digestat du biodéchet, on n'a quasiment pas détecté de ces résidus pharmaceutiques. Donc, c'est vraiment des produits qui sont assez facilement exempts de résidus pharmaceutiques. Par contre, pour les boues, on a bien plus souvent, plus fréquemment des résidus pharmaceutiques présents dans les boues, mais on retrouve la même dissipation de ces contaminants organiques, en particulier des résidus pharmaceutiques, au cours du compostage des boues. Et puis, je vais terminer donc maintenant en vous présentant, vous signalant donc juste 3 projets qui sont encore en cours. Donc, en particulier sur la métabiosol, donc là, qui est un programme qui vient de démarrer sur l'effet de l'épandage du digestat sur la biologie des sols, donc qui est piloté par les collègues de INRAE Dijon et de la Chambre régionale des Pays de Loire. Le programme BioCIGES, qui pour aller un peu plus loin sur le bilan carbone des cultures intermédiaires à vocation énergétique par rapport aux effets de serre. Donc voilà, qui, pareil, vient de démarrer. Et puis le programme Fertidige, qui est la suite logique du programme ConceptDige dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a pour objectif de rédiger un guide de bonne pratique de valorisation des digestats, qui est donc piloté à nouveau par Julie Jiménez en collaboration avec pas mal de chambres régionales d'agriculture de Bretagne et de Grand Est en particulier. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Donc, merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être Merci beaucoup, le Sabine. plein écran. Voilà. Merci pour ta présentation. Donc, on voit qu'il y a déjà plusieurs programmes de recherche qui nous permettent de répondre à des questionnements qu'on se pose sur les digestats et qu'il y a des programmes à suivre qui vont nous permettre de répondre à d'autres questions, notamment métabiosol, où on est beaucoup sollicité sur la partie effets biologiques sur les sols. Donc, on a hâte de voir les résultats. Du coup, moi, j'avais une question. L'outil de prédiction de ConceptDige, il est disponible quelque part? On peut le trouver facilement? Alors, je ne pense pas qu'il soit disponible parce qu'on va on va le consolider dans Fertidige. En particulier, il n'y avait pas du tout les digestats à base de CIV, justement. C'était vraiment une classe qui n'était pas. Et donc, on va consolider toute la base qu'on avait faite avec toi pour élargir le panel de digestats intégrés. Et donc, vraiment, c'est la version consolidée qui va sortir de Fertidige qui va être rendue disponible parce qu'elle sera plus... elle aura exploré un panel de digestats beaucoup plus important. D'accord, ok. Bon, on est impatient de voir la suite. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser sur le chat. C'était un peu vite avec avoir deux slides par projet. Balayer un peu vite, mais bon. J'ai suivi la consigne que tu m'avais donnée. Oui, c'était très bien. Dans ce cas-là, on va passer à la présentation suivante. Et puis, si vous avez des questions qui vous reviennent en tête, Sabine restera jusqu'à la fin de la session sur les digestats.
Voilà, du coup, je te propose d'enlever ton partage d'écran et je vais demander à Cécile de partager son écran si elle est bien revenue. Oui, je suis là. Ok, super. C'est bon. Alors. Alors. C'est bon, vous voyez? Je ne sais pas si c'est en plein écran ou pas. C'est pas en plein écran là. Là, c'est bon? Alors là, c'est en mode présentateur. Du coup, c'est pas réellement en plein écran. Il faut que je change l'écran partagé alors. Ouais. En attendant, on a une question pour Sabine. Comment gérer l'augmentation de volatilisation de l'azote des digestats issus des biodéchets, étant donné qu'ils seront de plus en plus valorisés en filière méthanisation? Alors, je pense qu'il faut déjà, soit on peut les apporter avec un enfouisseur directement, comme ça peut se faire, soit on peut travailler à des post-traitements pour limiter les risques de volatilisation. C'est aussi une solution. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour limiter cette volatilisation. Mais pour le moment, donc, le mieux, c'est vraiment alors déjà de les épandre aussi à une période qui n'est pas favorable à la volatilisation, comme quand on sait qu'il va pleuvoir, quand on sait qu'on va pouvoir travailler le sol juste après l'apport. Donc ça, c'est vraiment pour chercher à limiter le plus possible les risques de volatilisation. Ok, très bien. Du coup, Cécile, c'est bon, on voit bien ta présentation en plein écran. Ça. Ok. Donc, bonjour, donc, moi je suis Cécile Manès de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et je fais partie du SATEG, donc c'est le service d'assistance technique à la gestion des épandages, donc, qui travaille sur le suivi de toutes les matières organiques amenées en épandage. Donc, historiquement, au départ, c'était surtout les bouts de stations d'épuration urbaine et les effluents industriels, donc bien entendu les effluents d'élevage également. Et ça a évolué avec le compostage et puis là, ces 10 dernières années avec les digestats de méthanisation. Donc on réalise sur toutes ces matières, sur tous ces produits, des suivis analytiques, réglementaires aussi, et donc du conseil auprès des producteurs et des utilisateurs. Voilà, je vais vous présenter vraiment ce qu'on réalise en termes de suivi des digestats. Donc, on propose tous les ans aux unités de méthanisation, donc en Nord-Pas-de-Calais, de passer sur site pour réaliser une analyse de leur digestat. Donc, on passe du coup sur quasiment toutes les unités de méthanisation en Nord-Pas-de-Calais. Et on a réalisé aussi un essai sur l'épandage et la valorisation du digestat pendant 3 ans, donc de 2016 à 2019. Et donc, je vais vous présenter un peu les résultats, notamment sur la volatilisation au niveau de cet essai. Donc, pour les analyses, donc on a réalisé depuis 2012 à peu près une centaine d'analyses de digestat sur 28 unités de méthanisation. Donc, c'est vraiment là, je vais vous présenter les résultats sur les unités de méthanisation agricole. Donc, en Nord-Pas-de-Calais, et il y a 4-5 unités qui sont également dans la Somme et l'Oise. Donc, les intrants principaux sur toutes ces unités, c'est des lisiers, des effluents d'élevage, donc du lisier bovin, porcin. Il y a des fumiers, donc de bovins et de volailles, et des déchets d'industrie agroalimentaire, des matières végétales brutes, sachant que là, les unités sont… Cécile, je te coupe Oui. 2 petites minutes. Est-ce que ta présentation, elle passe bien là? Parce que nous, on est toujours à la première diapo
Et je ne sais pas si tu as changé depuis. C'est bon, voilà. Ouais. Je n'ai pas du bon côté. Donc, je disais qu'on a à peu près une centaine d'analyses de digestat réalisées sur 28 unités, donc en Nord-Pas-de-Calais et quelques-uns dans l'Oise, sachant que la plupart quasiment toutes les unités ont commencé en déclaration ou en enregistrement, mais avec des effluents principalement d'élevage, donc lisier, bovins porcins, fumier, bovins volailles et des déchets d'industrie agroalimentaire et des matières végétales brutes. Donc là, on commence seulement depuis 1 ou 2 ans à avoir une variété un peu plus importante en termes de déchets traités avec des unités quelques unités qui maintenant sont en autorisation ou sont en 2780-2, donc qui peuvent prendre d'autres types de déchets végétaux, mais c'est encore vraiment une minorité auprès des unités qu'on a en région. Donc, quel type de digestats on analyse? Il y a majoritairement des digestats bruts liquides, donc il y a 17 sites qui sont en voie liquide infiniment mélangés. 9 sites qui font de la séparation de phase, donc qui produisent des digestats liquides issus de séparation de phase et des digestats solides issus de séparation de phase. Seulement un site en voie sèche infiniment mélangé. Donc c'est un système, c'est vraiment un système assez particulier. Il y en a un deuxième là, qui a été mis en route courant 2020, donc on n'a pas encore d'analyse sur ce site-là. Donc, ils produisent aussi des digestats liquides issus de séparation de phase et du digestat solide. Et finalement, 3 sites en voie sèche, donc qui produisent surtout des digestats bruts solides. Donc là, il y a un peu un tableau, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais qui vous présente vraiment les résultats moyens de toutes ces analyses. Donc, vous voyez sur la première ligne, on voit bien le nombre d'analyses réalisées sur chaque type de digestat. Donc, c'est vraiment sur les digestats bruts liquides qu'on a le plus de données analytiques. Sur les digestats issus de séparation de phase, on a moins de données. Donc, on voit d'abord que les teneurs en matière sèche sont assez proches sur les digestats bruts liquides ou sur les digestats liquides issus de séparation de phase. Donc, en région, on voit que les digestats liquides issus de séparation de phase ne sont pas non plus… Il reste quand même pas mal de matière dans ces digestats. Ils ne sont pas beaucoup plus liquides en moyenne que les digestats bruts qu'on peut avoir en région. D'ailleurs, on a quelques sites de méthanisation qui avaient pour projet de faire de la séparation de phase et qui, après avoir fait tourner leur unité leur séparateur pendant quelques mois, ont finalement arrêté parce qu'ils avaient le coût en termes énergétiques pour faire tourner le séparateur de phase ne permettait pas d'extraire de la matière dans une quantité assez importante. Et c'est ce qu'on retrouve là. On a quand même des digestats bruts liquides avec des teneurs en matière sèche qui sont assez élevées. Donc ensuite, pour les teneurs en matière organique, on voit qu'on a des teneurs, bien entendu, qui sont plus importantes chez les digestats solides, vu que c'est là qu'on a le plus de matière, avec des taux à peu près autour de 145 à 170 kg par tonne de brut. Et sinon, juste un point important, c'est que en ce qui concerne le rapport azote ammoniacal et azote total, donc, on s'attendait, quand on a commencé à faire les analyses sur les digestats dans la région, à ce qu'il y ait un rapport azote ammoniacal sur azote total qui soit assez élevé, vraiment une part d'azote sous forme minérale très importante. Et finalement, on a une moyenne pour les digestats liquides, que ce soit les digestats bruts ou issus de séparation de phase, d'à peu près 50% de la part d'azote qui est sous forme ammoniacale. Donc là, vous montrez un peu, je vous ai présenté le tableau avec les moyennes de ces valeurs. Et là, sur ce tableau, c'est vraiment pour montrer aussi la diversité qu'il y a en termes de digestats au sein de la région. C'est que rien qu'en termes de matière sèche, on a une variabilité qui est très importante, notamment sur les digestats bruts liquides. On voit qu'on a des digestats qui ont une teneur en matière sèche de 3%,
et une autre unité là, qui, l'année dernière, a eu un digestat qui était liquide, hein, qui avait une teneur en matière sèche de 19%. Donc, on a vraiment une variabilité qui est énorme et qui va influer derrière, bien entendu, sur tout ce qui sur la composition du digestat. Donc, pour les digestats liquides issus de séparation de phase, il y a aussi une grande variabilité, mais qui est légèrement moindre, due au fait de la séparation de phase. Sachant qu'on voit que les digestats liquides, quand on les compare notamment aux lisiers de... Ah, je vois que mes légendes ne sont pas bonnes en dessous de mon graphique, là. Il y a les graphiques, là, ici, là, on a le lisier de porcin, en fait, et ici, c'est le lisier de bovin. Il y a un décalage sur la légende. Donc, je ferai la correction, puis je te renverrai la présentation, Anne. Donc, on voit que les digestats liquides sont quand même plus concentrés que les lisiers de porcin ou bovin. J'ai pu un peu extraire là, ces dernières années, regarder la concentration, la teneur en matière sèche des digestats en fonction des intrants. Et on peut voir que les intrants qui ont des effluents d'élevage, notamment du fumier de bovin, ont une teneur en matière sèche en moyenne de 7,5%, alors que les unités de méthanisation qui font de la séparation de phase et qui ne traitent que des matières végétales ou alors seulement du lisier de bovin, donc les unités plutôt de microméthanisation, ont elles une teneur en matière sèche qui est beaucoup plus faible, qui est seulement de à peu près 4% de matière sèche. Donc ça vient aussi du process, parce que les unités qu'on avait qui faisaient de la séparation de phase avec notamment une part importante de fumier de bovin, dans leur process, il y avait derrière un mélange de la phase de digestat liquide issu de la séparation de phase avec le digestat brut. Donc, ça fait que le digestat liquide, au final, est pendu, et c'était un mélange de digestat liquide issu de séparation de phase et de digestat brut, ce qui explique du coup cette teneur en matière sèche qui est encore relativement importante. Donc, plus précisément maintenant pour l'azote, donc, on a des teneurs moyennes, hein, qui sont à peu près entre 4,5 et 4,3 kg par mètre cube et 4,8 kg par mètre cube pour les digestats liquides issus de séparation de phase et les digestats bruts liquides, donc avec des teneurs quand même plus élevées que celles notamment des lisiers de bovin. Après, c'est proche de certains lisiers porcins. Donc, il y a la moitié de ce digestat qui est sous forme ammoniacale, donc il va avoir une disponibilité derrière rapide pour les plantes. Pour la part qui va arriver jusqu'au sol, on va en parler avec le problème de volatilisation, sachant qu'il y a une variabilité importante, hein, entre les différents digestats, vu qu'on a une teneur en azote qui peut aller de 2,5 kg par tonne à 8 kg par tonne. Donc, suivant l'unité de méthanisation, mais il peut y avoir une variation au sein d'une même unité de méthanisation, donc d'une année sur l'autre, ou même d'une phase suivant les différents moments de l'année, donc en fonction des intrants qui ont été traités sur le site. Donc là, on retrouve à peu près la même, en termes de teneur en azote, les mêmes un peu écarts qu'il y avait entre les digestats liquides issus de séparation de phase avec une part importante d'effluents d'élevage. On a une teneur en azote d'à peu près 5 kg par mètre cube, alors que les digestats liquides issus de séparation de phase, soit les unités de méthanisation qui n'ont que des matières végétales ou alors qui traitent seulement du lisier de bovin, là, on a une teneur en azote qui est plus faible, qui est d'à peu près 2,8 kg par mètre cube. Donc, on a 50% de l'azote qui est sous forme disponible rapide. Et je vais vous montrer après, la diapo d'après, qu'on a à peu près 15 à 20% à peu près de l'azote sous forme organique qui va a priori minéraliser dans la première année. Donc, pour les digestats solides, là, on a la part la plus importante de l'azote qui est sous forme organique, à peu près 80% de l'azote. Donc, on a une teneur qui est un peu plus élevée pour les
digestats bruts solides que ceux issus de la séparation de phase, et avec aussi une variabilité assez importante. Là, je vais vous présenter quelques cinétiques de minéralisation, donc de l'azote organique dans les digestats donc en région. Donc, c'est des cinétiques qui sont qu'on a fait réaliser par des laboratoires, donc dans des conditions contrôlées, donc pendant 28 jours, pendant 90 jours, donc à une température contrôlée de 28 degrés, avec une atmosphère, une humidité contrôlée également. Donc 90 jours au laboratoire, ça correspond à un an et demi à peu près au champ. Ça va dépendre après des conditions de température, de pluviométrie, d'humidité qu'il va y avoir sur la parcelle. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'azote organique présent dans les digestats, on voit que dans les digestats liquides, on a à peu près sur ces 90 jours de 15 à 25% de cet azote qui va minéraliser. Donc une minéralisation qui est assez rapide et qui se stabilise après, qui arrive à ce plateau. Pour les digestats solides de voie sèche, on va avoir une part dès le départ, une légère, un petit peu de minéralisation, avec au final entre 5 et 10% de l'azote qui va minéraliser, alors que les digestats issus de séparation de solides, issus de séparation de phase, donc si au final on atteint aussi à peu près ces 10% d'azote organique qui vont minéraliser, on a par contre au départ vraiment une consommation de l'azote présent dans le sol pour permettre la minéralisation de ce digestat. Donc, il faut faire attention au moment des phases d'apport à ne pas apporter ces types de digestats trop près de l'implantation de la culture pour ne pas entraîner derrière une fin d'azote sur la culture, vu que les micro-organismes du sol vont avoir besoin d'utiliser l'azote présent dans le sol pour pouvoir dégrader ce digestat. Ensuite, en ce qui concerne vraiment le phosphore et la potasse, donc on considère qu'à peu près 85% du phosphore va être disponible pour les cultures, avec une teneur d'à peu près 2 kg par tonne pour le digestat brut liquide, un petit peu moins pour les digestats issus de séparation de phase, et des teneurs plus élevées pour les digestats bruts solides et les digestats solides issus de séparation de phase, où là on est entre 3,3 et quasiment 5 kg par tonne. Et les teneurs en potasse sont plus élevées que les teneurs en phosphore. Donc on a à peu près entre 4 et 5% de potasse, de 4 et 5 kg par tonne, donc pas pour 1000. Pour les digestats bruts, pour les digestats liquides, des teneurs de 7 et de 5 kg par tonne pour les digestats solides, avec une disponibilité de 100% de la potasse. Donc ça fait qu'à peu près, si on compare un peu vraiment l'intérêt agronomique du digestat, si on regarde un apport de 25 tonnes de digestat pour une betterave sucrière, donc pour un sol qui va être bien pourvu en phosphore et en potasse, on voit que notamment les apports, vous avez là le digestat brut liquide qui va être en bleu, donc on va avoir un apport vraiment de 121 unités d'azote. Donc, sachant qu'en Hauts-de-France, les coefficients d'équivalence pour un apport de printemps sur du digestat est de 50%. Je ne sais pas si ces valeurs sont les mêmes en Normandie. Donc, on a à peu près de la moitié des besoins donc on a un peu moins on a de la moitié des besoins apportés par le digestat, sachant qu'il n'y en a que 50% qui seront potentiellement disponibles pour la betterave. Donc, pour la phase, un apport de digestat solide, donc la quantité apportée serait plus importante, mais avec là, par contre, seulement 20% à peu près de disponible. Pour la potasse, un apport de digestat solide va combler tous les besoins. Pour le phosphore, et puis pour la potasse, on va avoir à peu près
pour la potasse, à peu près la moitié des besoins qui vont être pourvus. Ensuite, en ce qui concerne la teneur en matière organique des digestats, donc, elle est à peu près autour de 40 tonnes par kilo pour les digestats liquides et beaucoup plus importante pour les digestats bruts, où là, on est autour de 150 kilos par tonne. On est équivalent là, aux teneurs en fumier de bovin. Et donc, sous quelle forme à cette matière organique? Donc, on a fait réaliser des analyses d'ISMO, c'est l'indice de stabilité de la matière organique. Donc, c'est une méthode de calcul qui est faite en laboratoire. Donc, à partir d'un fractionnement de digestats, qui permet d'avoir les différentes composantes biochimiques, donc la fraction soluble, la fraction d'hémicellulose, la fraction de cellulose, la lignine et la cutine, avec aussi une minéralisation du digestat, du suivi pendant 3 jours. Et les analyses réalisées par le SATEJ, donc sur des digestats solides bruts et des digestats solides issus de séparation de phase, on a un ISMO moyen d'à peu près 60%. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 60% de la matière organique qui va être apportée par ces digestats, qui va ensuite être stable. Donc, il y en a 40% qui va être dégradé, notamment par les microbes et les micro-organismes du sol. Donc, il va y avoir un double effet, un effet donc, de nutrition pour la microfaune et flore du sol, et également un effet physique par l'apport de cette matière organique et des 60% qui vont être stables. Donc ainsi, si on fait un apport de 30 tonnes de digestats solides, en prenant 170 kg de matière organique par tonne, ça correspond à peu près à une fourniture de 3 tonnes de matière organique qui va être potentiellement résistante à la dégradation. Donc, cette première partie, pour conclure un peu cette première partie, donc, comme vous avez vu, il y a quand même une grande variabilité entre les différents digestats. Donc, ce qui est vraiment très important dans la gestion de sa fertilisation avec les digestats, c'est de réaliser des analyses régulières. Donc, au moins une par période d'épandage. Donc, ça veut dire de 2 à 3 analyses par an. Donc, les digestats liquides qui ont à peu près la moitié de leur azote sous forme ammoniacale, donc ont un réel effet azote. Ils se rapprochent, ils ont un peu un effet de type engrais organique, c'est des effluents de type 2, comme l'Élysée, alors que les digestats solides vont apporter une part non négligeable de matière organique stable. Eux, ils ont plus un comportement de type amendement organique. Et les fertilisants de fond, comme le phosphore, la potasse, le magnésium, on retrouve aussi du soufre dans les digestats. Eux vont être disponibles, les couves peuvent couvrir en partie ou voire totalement les besoins des cultures. Donc, on réalise aussi dans nos analyses un suivi en éléments traces métalliques et en composés traces organiques. Donc là, vous avez ici le pourcentage un peu la teneur dans les différents métaux, donc en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, et la somme de chrome, cuivre, nickel et zinc. Et c'est en pourcentage, les résultats là, vous sont présentés en pourcentage des valeurs limites réglementaires, donc, qui ont été définies dans l'arrêté du 8 janvier 1998 qui réglemente l'épandage des boues urbaines et qui sont reprises aussi dans les arrêtés méthanisation, notamment pour ceux qui, en enregistrement ou en autorisation, qui prennent d'autres types de déchets non dangereux. Donc là, nous, on réalise ces analyses systématiquement, même si l'unité n'est pas soumise, n'a pas l'obligation de faire ces analyses, donc voilà, dans le but d'avoir des références. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les teneurs sont vraiment très faibles. On a de 5%, on est au maximum quasiment à 10% des valeurs limites réglementaires. Sauf, vous voyez, pour le nickel, on a une valeur là qui est plus élevée. Et ça, c'est parce qu'on a eu le cas sur 2 unités de méthanisation
qui ont eu une teneur en nickel dans leur digestat qui était très élevée, et alors qu'elles n'étaient pas soumises à faire ce suivi-là d'après les intrants qu'elles prenaient. Donc, ça montre bien l'importance du suivi des intrants à prendre sur que vous prenez sur l'unité de méthanisation, et notamment des déchets, on va dire, un peu d'opportunité qui sont proposés. Donc, même des déchets, notamment d'industrie agroalimentaire, qui semblent rentrer dans la catégorie 2781-1. Donc, normalement, des déchets vraiment qui n'ont pas du tout normalement de risque d'avoir des teneurs en métaux importantes. Donc, voilà, il faut vraiment toujours, dans ces cas-là, pour des déchets d'opportunité, vraiment se poser la question de pourquoi ils arrivent, et vraiment, si possible, avoir des analyses pour savoir ce que contiennent ces déchets. En ce qui concerne les composés traces organiques, donc là, on a des teneurs aussi qui sont vraiment très faibles. Hein. Souvent, c'est au niveau des en dessous des seuils de quantification. On n'a jamais observé de teneur élevée. Là, c'est vraiment toujours très, très faible. Ensuite, là, je vais vous présenter des résultats que nous avons réalisés sur des mesures de volatilisation. Donc, pour rappel, hein, qu'est-ce qui fait donc de la volatilisation de l'azote ammoniacal? Donc, qu'est-ce qui favorise la volatilisation? C'est la composition du digestat. Donc, notamment, plus un digestat a une matière sèche élevée. Donc, le pH supérieur à 8. Parce que le fait que le pH du digestat soit supérieur à 8, ça va entraîner que l'azote minéral va être plus sous forme gazeuse, sous forme ammoniacale, que sous forme liquide, sous forme d'ammonium. Et donc, comme cet azote va déjà être sous forme gazeuse, il va volatiliser plus facilement. Et ensuite, sa concentration en ammoniac. Parce que, bien entendu, plus il y a d'ammoniac, plus il y en a qui peuvent volatiliser. Ensuite, le type de sol, donc sa rugosité, sa faible porosité. Parce que si le digestat ne peut pas s'infiltrer dans les premiers centimètres du sol assez rapidement, il va rester en contact, il va rester sur le sol, donc en contact pendant plus longtemps avec l'air, et ça va entraîner aussi ça va permettre aussi la volatilisation de l'azote ammoniacal. Ensuite, il y a les conditions météorologiques, notamment la présence de vent, donc une température élevée et un temps sec. Donc, l'essai que nous avons réalisé, on l'a réalisé en 3 temps, en été 2016, au printemps 2017 et au printemps 2018. Donc, le digestat qui a été pendu, c'est un digestat qui avait une teneur en matière sèche de 7%, donc relativement élevé, avec un taux d'azote ammoniacal important, donc de 60%, et un pH du digestat qui était à 8,2. L'épandage, il a eu lieu sur des sols, sur des limons profonds. Et on a réalisé l'épandage avec, c'était donc du digestat liquide brut, avec un épandeur, avec des pendillards à patins. Donc, on a réalisé 2 modalités. Donc, avec des épandages sur sol nu avec un enfouissement immédiat. C'est-à-dire que l'enfouissement, il a eu lieu dans le quart d'heure après l'épandage, et un enfouissement au bout de 48 heures. Donc là, c'était pour l'épandage d'été 2016 et de printemps 2017. Et au printemps 2018, on a réalisé l'épandage en 2e apport sur blé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pu y avoir d'enfouissement vu que c'était sur blé. Donc les résultats qu'on a eus, c'est qu'en été 2017, avec l'enfouissement immédiat, il y a eu 35% de l'azote ammoniacal qui a volatilisé. Avec l'enfouissement au bout de 48 heures, il y a eu 100% de l'azote ammoniacal qui a volatilisé. Donc, voilà, quand on a eu les résultats après ce premier épandage, on a été quand même assez surpris de voir une volatilisation aussi importante, hein, même avec l'enfouissement immédiat, sachant que ce jour-là, il y avait du vent et qu'il faisait très chaud. Il faisait 24 degrés au moment de l'épandage et 28 degrés l'après-midi. Donc, on s'est demandé ce qui avait plus joué, est-ce que c'était le vent, est-ce que c'était la chaleur? Et au printemps 2017, on a refait l'épandage avec les mêmes modalités, donc enfouissement immédiat, enfouissement 48 heures. Et sachant que là, il y avait toujours du vent, mais il faisait beaucoup moins chaud, il faisait 13 degrés.
Et donc, l'enfouissement immédiat a été un peu, la volatilisation a été un peu plus faible, vu qu'on était à 32%, mais bon, on est vraiment en termes dans les mêmes ordres d'idées. Et l'enfouissement 48 heures, donc ça veut dire ça équivaut à pas d'enfouissement. On était à 90% de volatilisation, donc aussi très, très élevé. Et finalement, donc là, on s'est dit que ce qui impactait le plus pour ce digestat-là et dans le cadre de cet essai, c'était vraiment le fait qu'il y ait toujours du vent sur la parcelle. Et finalement, au printemps 2018, donc là, on a réalisé l'épandage en deuxième apport sur le blé, donc avec le blé qui était en place. Donc, on espérait que le blé allait limiter la volatilisation en limitant le vent au niveau du sol. Mais on a quand même eu de la volatilisation de près de 90%, de près de 80% de l'azote ammoniacal, sachant que la parcelle, c'est des limons profonds, battants. Et donc là, au printemps 2018, on a réalisé les épandages début avril. Donc la parcelle était encore... il avait beaucoup plu ce printemps-là, donc le sol était vraiment battant, était complètement fermé, donc avec très peu de possibilités d'infiltration rapide du digestat, et toujours la présence de vent, donc ce qui a expliqué cette volatilisation très importante. Donc voilà, ça montre bien que sur sol nu, il faut vraiment enfouir le plus rapidement possible le digestat. Et quand faire cet enfouissement? Donc, on a pu, lors de cet essai, on réalise une cinétique de la volatilisation, c'est-à-dire qu'on mesure l'azote volatilisé sur des pas de temps. La première mesure se fait au bout de 6 heures et ensuite au bout de 24 heures. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, c'est au bout des 6 premières heures, il y a plus de la moitié de la volatilisation qui a eu lieu. Et au bout d'une journée, tout ce qui a volatilisé devait avoir déjà volatilisé. Donc, il faut vraiment réaliser sa volatilisation, son enfouissement le plus rapidement possible. Donc, c'est important d'enfouir et d'agir vite. Donc, il y a plusieurs, donc, pour rappel, c'est interdit de faire des épandages de digestat avec notamment des matériels à buse. Il faut obligatoirement utiliser soit des pendillards, soit des enfouisseurs. Donc, soit à soc ou à dents. Attention notamment lors de l'utilisation avec des disques, ce qui est vraiment une bonne incorporation ou que le sillon se referme bien pour que le digestat soit vraiment bien recouvert. Pour les premiers ou deuxièmes apports sur blé, c'est une pratique qui se fait beaucoup, même en région la Nord-Pas-de-Calais. Sauf que voilà, je pense qu'on a vraiment eu, nous, dans le cadre de notre essai, l'exemple un peu... plus les conditions étaient vraiment réunies pour qu'il y ait la volatilisation, ce qui n'a pas lieu tout le temps, heureusement. Et donc, en premier et deuxième apport sur blé, vu qu'il n'y a pas la possibilité d'enfouir son digestat, donc c'est important d'essayer vraiment de faire dans des conditions qui sont défavorables à la volatilisation. Donc, éviter de le faire, notamment si le sol est complètement battant et fermé, plutôt choisir des conditions où il n'y a pas de vent, avec possibilité de pluie derrière pour faciliter l'infiltration du digestat. Et puis éviter, si possible, d'épandre en période de vent ou de température élevée. Et ensuite, finalement, je vais faire un petit point sur la question de la teneur en matière organique dans les sols avec l'épandage de digestat. Donc, pour le moment, comme on a pu voir avec la présentation de Sabine Hugo, il y en a pas, c'est des essais qui sont en cours. Donc là, je vais vous présenter des résultats de simulation qu'on a réalisés avec un outil Simeos AMG. Donc dans la diapositive d'après, vous allez avoir le lien Internet si vous voulez tester ces modélisations. C'est possible de le faire. Il y a une possibilité d'utiliser l'outil pendant 1 heure, même sans avoir de code. Donc, on a réalisé j'ai réalisé plusieurs types de simulations. Donc, d'abord, un modèle dans un cas de grande culture. Donc, une exploitation de grande culture avec une rotation de
de betterave, blé, pois, blé, betterave, blé, colza, blé, avec des résidus toujours restitués, des cultures intermédiaires, donc avant betterave, notamment avant de scipan, et une fertilisation minérale. Et donc, qu'est-ce qui se passe si cette exploitation se met à utiliser du digesta? Donc là, on a pris un cas où elle utiliserait des digestats liquides issus de séparation de phase et solides. Donc, ce qui est le cas, ce qu'on retrouve assez fréquemment chez les unités de méthanisation qui prennent seulement des matières végétales en intrants, donc ce qui pourrait correspondre à cette exploitation seulement de grandes cultures. Donc, sachant qu'avec la mise en place, pas de changement de rotation, donc la mise en place d'une cive au lieu d'une des scipan. Donc, pourquoi on a fait le choix de garder une scipan et pas mettre que des cives? C'est pour les cas où on sait que les cives, suivant les années, le développement n'est pas toujours optimal, donc il n'y a pas toujours obligatoirement d'intérêt, si le développement n'a pas été très intéressant, de récolter cette cive. Donc garder une scipan et une cive, avec un épandage de digesta solide 1 an sur 8 et du digesta solide 2 ans sur 3, donc avec des doses différentes suivant que l'apport ait eu lieu sur scipan ou sur culture. Donc, vu que sur scipan, il faut respecter les plafonds des zones vulnérables, donc de 70 kg d'azote efficace. Donc, ce que cette simulation montre, c'est que dans la situation de départ sur une simulation sur à peu près une cinquantaine d'années, donc avec une teneur en matière organique qui est peut-être de 1,8% au départ, on va avoir une teneur qui va légèrement, très légèrement augmenter, alors que la mise en place de l'apport de digesta et de cive, donc un apport de matière organique via les digestats, alors qu'au départ, dans la simulation de départ, il y avait vraiment zéro apport de matière organique, autre que les résidus de culture. On va avoir une augmentation qui va être une augmentation, mais qui reste quand même assez légère, vu qu'on passe tout simplement de 1,8 à peine 2,2%. Donc, voilà. Sachant que ça reste actuellement seulement des simulations. Donc ici, vous avez l'adresse du site, donc c'est www.simeos-amg.fr. Et une deuxième simulation, où là, qui pose question souvent aux éleveurs qui vont mettre leur fumier qui vont mettre leur fumier dans des unités de méthanisation, donc soit leur unité de méthanisation partenaire, et où ils vont ensuite devoir avoir à épandre du digesta liquide, donc avec une teneur en matière organique plus faible que du fumier. Donc, ils se posent souvent la question, ils s'interrogent à raison dans le futur de la teneur en matière organique de leur sol. Donc là, en partant au départ d'un élevage qui va produire un élevage bovin, qui va avoir du fumier. Donc, dans son apport classique, c'est un apport de fumier 1 an sur 3. Donc, avec comme rotation de la betterave, du blé, du maïs et du colza. Donc, avec des résidus qui vont être restitués, notamment pour les têtes de rotation, donc betterave, colza, et pour les céréales, donc ramasser une fois sur 2, donc restituer une fois sur 2. Donc, après la mise en place de l'unité de méthanisation, donc là, on va aussi mettre en place, on a aussi pris comme changement le passage d'une scipan qui est passée en cive, donc du seigle. Donc les restitutions de culture, toujours les mêmes, et des apports de digesta. Donc là, on a pris deux doses différentes. Donc, soit un apport de digesta 25 m3 par hectare 2 ans sur 3, ou soit un apport de digesta de 35 m3 par hectare à 2 ans sur 3. Et donc, ce qu'on observe, c'est que sur une modélisation sur 50 ans, donc c'est des modélisations vraiment à des échelles de temps très élevées, donc là, c'est en prenant en compte qu'il n'y aurait pas de modification de l'assolement, donc c'est vraiment, ça reste du théorique, vu qu'on sait bien que
les exploitations évoluent, les assolements évoluent, et puis heureusement. Donc, on voit qu'il y aurait une augmentation, une légère augmentation à toujours, hein, avec dans le cas de départ, donc avec un apport de fumier 1 an sur 3. Donc là où on atteint les quasiment aussi 2,2% de matière organique, et des diminutions plus faibles avec le passage à l'apport de digesta liquide, donc soit digesta liquide à 35 m3, ou soit à 25 m3, où c'est encore un peu plus faible. Donc, ce qu'on voit à partir de ces différentes modélisations, c'est que, voilà, a priori, le fait, en modifiant un peu ces pratiques, notamment avec l'apport de cive, même si on exporte la partie aérienne de la cive, hein, le système racinaire reste encore là, l'apport de digesta va permettre, normalement, si les digestats est apporté dans des bonnes conditions et à des périodes bien favorables, un développement important des cives et des cipans. Donc, cette combinaison, hein, d'apport de matière organique via le digestat, mais aussi via les cultures et les résidus de culture, ça devrait permettre normalement de ne pas entraîner de diminution des taux de matière organique sur les parcellaires qui reçoivent le digestat. Voilà. Tout ça, ce sera confirmé notamment dans des suivis, et puis peut-être dans les suivis qui sont en train de se mettre en place. Voilà, merci. Merci Cécile. Donc on voit déjà quelques éléments sur la matière organique du coup. Alors je ne vois pas de questions dans le chat. Comme on a déjà dépassé l'horaire de fin, je vais peut-être vous libérer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous renvoyer vos questionnements par mail. Justement, je vais vous remettre la diapositive avec nos coordonnées. Donc, Cécile, je te laisse enlever ta présentation et je vais partager mon écran. Donc, voilà. Vous avez donc mes coordonnées ainsi que les coordonnées des 3 intervenantes. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et donc, je vous remercie du coup toutes les 3 pour vos interventions et puis pour tous les participants d'être venus à cette conférence. Et je vous souhaite du coup des bonnes conférences pour les 3 jours qui suivent. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.